Monsieur Suri is part of the Podcut family of podcasts. Merci clavier. Bonsoir, bienvenue dans Monsieur Suri and Friends, épisode 4 de la saison 5. Nous sommes le 18 septembre 2019 et je suis accompagné de Greg. Salut. Et la brique. Le parpaing. Oh là là. Des Carpates. Le parpaing de Mont-de-Marsan. Élodie. Bonsoir. Bonsoir. Quel accueil. Voilà ce qui se passe quand tu ne viens pas pendant trop de temps. C'est pas ma faute, hein. Tu te fais insulter. Oh bon. Alors, est-ce que vous allez bien? Oui. Ouais. Oui. Et toi-même? Oui, ça va, j'ai une bière, tout va bien. Donc, tranquille, tranquillement à base de tranquillette, comme on dit, quoi. Comme diraient les personnes, en fait. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, ben, voilà. Donc, au programme de ce soir, de l'actu, soit vous commencez à avoir l'habitude. J'ai bien dit l'habitude. Ne faites pas de mauvais jeu de mots là-dessus. Avec notre sélection, voilà, on n'est pas exhaustif, on fait juste une petite sélection. Des recommandations avec du Undone, Quicksand et The Wrench. Oui, The Wrench, on l'a déjà fait, mais je le refais, et je le referai s'il le faut. De toute façon, mais je garde d'autres choses pour après, quand la rentrée arrivera la semaine prochaine. Vous savez, cette rentrée-là, où j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il n'y ait rien de bien. Finalement. Ouais, écoute, au moins on pourra se garder des heures pour faire autre chose, quoi. Bah oui, Oui. voilà. Comme par exemple Il y a des apprendre à jeux chanter. vidéo, il y a des trucs. Il y a Oui, plein de choses. On peut perdre notre temps. Voilà. Comment ça t'as réussi à trouver notre live, toi? Windows me fait une alerte quand tu fais un live. Merci, c'est sympa. On est en live, là. Bon. On est en live aussi sur Twitch et sur Periscope. Péniscope. Bon, quoi? Une périscopie. C'est pas comme ça qu'on dit? Une périscopie gratuite pour. Pardon. Oh là là, ça fait mal. Ouf. Ah oui. J'en ai mal à l'urètre. Oh là, ça commence bien. Ça commence bien. Ça fait du bien d'être sous un label comme Podcut. Ça change rien du tout à nos conneries. Un truc très sérieux finalement. Ah ouais. Et on passe aux news. Voilà. Merci l'orchestre. À C'était- vous. À vous. Tout le monde Au debout. fond, Là-bas. Bravo. Alors, en parlant de l'habitude, Peacock, qu'est-ce que c'est, Élodie? C'était gentil de me tendre la perche comme ça. C'est pas comme ça qu'on va encore nous mettre des commentaires sympathiques, genre c'est des guignols, Oh, c'est le les bébé bébés chaud, chauds, la bébite en plus. Alors déjà la bibite c'est une petite pâtisserie qu'on mange par chez nous qui est très bonne, voilà. Bref. Avec beaucoup de crème. Donc Peacock, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est le prochain service de streaming de NBC. Pourquoi Peacock? Pourquoi? Et bien en fait très simplement parce que eh bien, le logo de NBC c'est un pan, donc Peacock. C'est un pan. Voilà, et ils se sont pas dit tiens à un moment donné ça va engendrer des blagues de mauvais goût. Bah non, bah c'est très gentil, merci hein, de nous tendre la perche pour nous donner des blagues si faciles à faire. Bref. Ouais. Donc NBC Universal annoncé à la fois le nom mais aussi la date de sortie. Donc aux États-Unis ça sortira en avril 2020. Autant vous dire qu'on a très peu de chances de le voir arriver en France parce que ça reste NBC et que je pense pas qu'ils aient un grand intérêt à se lancer par chez nous. C'est ouais. quoi? C'est Universal? Ouais. Universal, est-ce qu'ils ont pas déjà un service en ligne de notre côté ou...
Oh, un petit truc pas très très connu qui s'appellerait Netflix, qui récupère un petit peu toutes les séries de NBC, mais ça n'a pas peut-être un que... succès fou. Non, ça marche pas bien. Avec Non. des filles, j'ai un succès fou. Ouais. Non, oui, alors oui, effectivement, c'est ce qui se dit un peu partout, c'est qu'on a très peu de chances de voir le service d'NBC arriver par chez nous, mais il y a de très grandes chances pour que leur série originale atterrisse sur Netflix, au moins oui. en Europe. Mais Hmm. on verra. On verra, bien suivant entendu. les signatures de contrat. Ouais. Donc, ça arrivera en avril avec d'abord, si je dis pas de conneries, 2 séries qui seront lancées au lancement. Je me répète un peu. Je ne sais plus lesquelles, mais c'est pas grave. Il y aura 15 000 heures de contenu au lancement, en comptant donc les C'est séries pas mal. originales et le catalogue. C'est déjà pas mal. Donc, ce qu'on a dans les séries originales, on a d'abord une série limitée qui s'appelle Angeline. C'est une série basée sur un reportage de Hollywood Reporter qui suit une reine des billboards. Je sais même pas qui c'est, Angeline. Moi. J'ai lu l'info, mais je ne connais pas le personnage. Donc, bref, voilà. Au niveau des producteurs exécutifs, il y aura notamment Amy Rossum qui jouait dans Shameless. Mhm. Voilà. Ensuite, on aura un reboot de Battlestar. Oula, Battlestar. Ça serait marrant. Battlestar Galactica, avec Sam Esmail de Mr. Robot à la production. Ensuite, nous aurons Brave New World, qui est basé sur le roman d'Aldous Huxley, où en fait ça se déroule dans un monde utopique où paix et stabilité, sauf que en fait on a interdit la monogamie, la vie privée, la famille, l'histoire, tout ça. La famille, la baisse, tout ça. C'est ça. En fait, tout ce qui fait les joies de la vie, Oui, voilà. on a tout simplement. supprimé et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oh. Ensuite, nous avons One of Us is Lying, qui est pour l'instant au stade de pilote. C'est aussi basé sur un roman, cette fois-ci de Karen M. McManus, et qui raconte l'histoire de 5 inconnus qui entrent en détention ensemble, et sauf qu'il n'y en a que 4 qui vont en ressortir vivants. Et donc, les suspects donc, vont être les 4 personnes, et c'est un peu sur le style des 10 petits nègres. Voilà. Mhm. Ça, c'était au niveau des dramas. Au niveau des comédies, en fait, le service de streaming Peacock va récupérer AP Bio, donc la saison 4, qui était diffusée sur NBC et qui passe sur le streaming parce que ça marchait pas des masses. Donc on le relègue là parce que bon, on n'a pas envie de l'annuler complètement. Et enfin, on a Punky Brewster, qui est encore au stade de pilote aussi. Donc, c'est une suite de la célèbre Punky Brewster, où cette fois-ci, en fait, maintenant, elle est mère célibataire, elle a 3 enfants, et elle essaye de se remettre sur les rails, parce qu'elle va rencontrer une jeune fille qui lui rappelle beaucoup elle quand elle avait son âge. Voilà. Bon, autant vous dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qui me donne envie, à part un autre drama qui est Dr. Death, notamment parce que dedans, il y aura Christian Slater, Alec Baldwin et Jamie Dornan, et que ça raconte une histoire vraie d'un tueur en série. Donc, moi, j'aime bien ça. Passion tueur en série. C'est ça. C'est la passion de beaucoup de monde, effectivement. Ah bah oui. Voilà. Donc Dr. Glass, en fait, ça suit le docteur Christopher Dunch, donc qui sera incarné par Jamie Dornan, qui était un vrai docteur, qui était un neurochirurgien, qui a monté son cabinet, sauf que c'était un peu un boucher, et donc il y a beaucoup de patients qui se sont retrouvés mutilés à vie, il y en a qui sont morts, et donc après... oui, ils sont morts à vie aussi. Oh merde. Donc après, on a 2 chirurgiens, donc Robert Anderson, incarné par Alec Baldwin, et un autre chirurgien, Ronald Kirby, incarné par Christian Slater, qui vont décider de tout faire pour l'arrêter. Voilà. Ensuite, au niveau du catalogue de... Attends, juste... J'étais obligé parce que tu as dit, voilà, il est mort à vie. Mourir, c'est pas facile. Obligé, ça me fait penser à ça. Désolé. C'est même très dur. Ouais.
Au niveau du catalogue, donc ils vont récupérer Bates Motel, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Chris No Best, Covert Affairs, Downton Abbey, Everybody Loves Raymond, meilleure série, Frasier, Friday Night Lights, House, Keeping Up with the Kardashians, The King of Queens, Married with Children, Monk, Parks and Rec, etc., etc. Parenthood, The Office, Psych, beaucoup de... Psych, et d'ailleurs, le deuxième film aussi de Oui, Psych. qui est repoussé pour 2020, 21, je ne sais plus. Il est un peu repoussé, mais il va sortir. J'ai cru voir 2020, mais je me trompe peut-être. C'est 2020, voilà. Voilà. Donc ils vont avoir toutes les plus grosses séries qui ont fait les heures de gloire de NBC et petite information pas très importante, qui vont ressortir une itération des Real Housewives de la truc insupportable. Voilà, c'est tout pour Peacock. Ouais, alors Peacock, par contre, je pense pas l'avoir entendu dans ce que tu as dit. Ils ont aussi une émission, sur le Saturday Night Live, We Write It. Donc en gros, c'est les grands sketchs célèbres du Saturday Night Live avec un peu de documentaire, d'historique sur qui les a écrits et comment ça s'est passé, etc. en fait. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est très intéressant. Et je sais pas pourquoi, j'ai peut-être eu un trou ou une absence. Tu as parlé de Sauvé par le Gong ? Oui, vite Oui, fait. Non, ok. mais t'as annoncé, mais Parce que oui, donc... Sauvé par le Vas-y. Gong, oui. Sauvé par le Gong, voilà, c'est un reboot qui pourrait, si j'ai bien compris, être un peu comme le Beverly Hills qu'on a eu ici. Si c'est de la même qualité, moi ça me va. Parce que Beverly Hills, c'est pas un reboot, mais cette espèce de relecture de derrière, autoparodie, etc. C'était quand même pas mal foutu. Très intéressant, beaucoup plus que ce qu'on pouvait le laisser croire. Mais voilà, si c'est la même chose avec Sauvé par le Gong, moi je suis pour, surtout que quand on sait comment tourner le personnage de Screech, enfin l'acteur qui est derrière Screech, ça risque de pas être Jojo, quoi. Donc, à voir encore une fois. Ça peut être intéressant, mais moi c'est le truc sur Saturday Night Live qui m'attire énormément. Oui, puis là, ça vient d'être annoncé, hein. Il y a sûrement d'autres choses qui vont arriver très prochainement. Quand on voit, par exemple, Quibi qui annonce 3 trucs par semaine. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge, là. Pas du tout. Pas du tout. On est foutus. Il y a trop de choses. C'est ça. On va tous mourir Ouais. devant notre écran, encastrés dans notre canapé. Bon, ok. On verra ce que ça donne. Ensuite, dans l'actu, parce que ça c'est la première partie, en parlant de services de VOD, Netflix va récupérer les droits de Seinfeld dès 2021 de façon mondiale. Pour l'instant, si vous voulez voir Seinfeld en complet, en tout cas chez nous, c'est sur Amazon Prime. Et dès 2021, il y a de grandes choses qu'Amazon Prime le laisse de côté pour Netflix, sauf si ça nous fait comme South Park avec les deux services en même temps. Quoi qu'il en soit, si vous voulez découvrir Seinfeld, ça n'a jamais été aussi simple que en ce moment. Voilà. Donc vous avez quand même 9 saisons. Il y a de quoi faire. Voilà. Moi, Ils sont partout. Exactement. En parlant aussi de reboot, etc., de suite, machin... Hogan's Heroes, qui s'appelle le Stalag 13. Papa Schulz, mais c'était Stalag 13 le nom. En France, c'était Papa Schulz. Il y avait Stalag 13, c'était en dessous, je crois, mais. Ouais, parce qu'en fait, France, en Belgique, c'était Stalag 13, Papa Schulz, enfin voilà. Bon, bref, c'est Papa Schulz, c'est une série qui date de 65, donc ça remonte quand même un peu, où c'était un camp de prisonniers américains par les Allemands, qui, globalement, chaque épisode, c'était ils essayaient de s'échapper de cette prison. Et c'était toujours des gags visuels et un peu de quiproquo, ce genre de choses, avec le colonel Klink, il y avait Bob Crane aussi, il y avait, voilà, c'est des acteurs qui maintenant, pour la plupart, sauf erreur, sont morts. Donc la suite, effectivement, ce serait de nos jours, bizarrement, dans un camp de prison allemand, je sais pas comment ils vont faire ça. Ça sent le mauvais goût.
Ah ouais, c'est... Ça sent un peu le mauvais coup, je sais pas pourquoi, mais bon, on verra. Faut laisser le bénéfice du doute. Parce que, globalement, pour avoir revu quelques épisodes il y a pas si longtemps que ça, quand j'essaie de préparer encore des séries rigolos, Papa Schulz, ça a pas si mal vieilli que ça, en fait. Ça reste très sympathique à regarder. Ce qui C'est est pas- bien, c'est que c'est perpétuellement rediffusé. Je pense que là, tu lances une chaîne de la TNT, tu peux encore le retrouver. Oh, je pense que Ah, moi, oui, ça fait longtemps, c'est dommage, moi, justement, bah, il faut que je cherche, alors, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus, moi, il faut que je les retrouve, alors. Si, j'ai l'impression que ça faisait justement hyper longtemps que j'étais pas tombé dessus, je voulais retomber dessus pour me faire une idée, justement. Oh, sur Euh, Bryce TV, TV ou un truc comme ouais, ça. mais il faut que je refasse, il faut que je recherche, il faut que je recherche. Oui, voilà. Si vous les avez vus, tant mieux, il faut que je les regarde. Je les Bon, revois. après voilà, ça tombe, on dit ça et que ça fait maintenant des années que ça n'a plus été rediffusé. Moi, je sais que ça se trouve facilement sur Internet. Sur les internets. Je Sur dis les ça, en- je dis rien. Je dis Voilà. ça, je dis rien. Voilà, ça c'est un truc que j'avais retenu. Et puis bah voilà, toi tu as retenu, Greg, si je me trompe pas, c'est toi. Yes. Sauvé par le Gong. Donc voilà, Save by the Bell qu'on vient d'en Oui, toucher un j'avais peu. oublié que c'était Peacock et tout ça, donc... Et par contre, un autre truc de chez Showtime. Ah non, non, c'est le nom de la série Showtime. Justement, c'est un peu piégeux. Ça serait sur Ah. HBO. Ouais, c'est un peu piégeux dans les noms et C'est tout une ça. série qui s'appelle Showtime, et c'est sur HBO. C'est sur HBO. Et, bon, alors, et voilà, ça racontera l'histoire de Netflix. Non, pardon, rien à voir. Non, en fait, c'est donc Adam Ce McKay. bordel. Ouais, le gros bordel. Adam McKay, du coup, réalisateur de Succession, de Big Short et tout ça, qui en fait se lance pour HBO dans cette série donc, qui s'appellera Showtime et qui parlera en fait des Los Angeles Lakers, la fameuse équipe de NBA, et notamment les années 80 avec Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, vraiment la grande génération, l'une des plus belles équipes qu'il y ait pu avoir au sport américain et notamment surtout à Los Angeles. Et du coup, tous les frasques qu'il y avait autour, parce que Magic Johnson, il a eu une vie bien remplie, Kareem Abdul-Jabbar aussi, et tous les autres personnages autour. Alors, ce qu'on sait un peu au casting, c'est un peu des jeunes un peu inconnus qui vont jouer, qui ressemblent pas beaucoup aux sportifs. Bon, après, on va pas forcément voir peut-être cette série pour la ressemblance, mais moi, je suis allé voir un peu les têtes des mecs. J'avais l'impression de pas du tout voir les sportifs, mais bon, après ça Mhm. sera, on verra si dans le jeu ça se ressemblera. Dans les noms un peu connus, il y aura quand même John C. Reilly qui va jouer dedans et qui jouera le propriétaire des Lakers de l'époque, voilà, un millionnaire qui s'appelait Jerry Buss. Et voilà, on ne sait pas encore grand chose là-dessus, mais moi ça m'intrigue parce que sur le sport, en général, il n'y a pas grand-chose qui est fait à part des docs ou sinon parfois c'est joue là comme Beckham, donc c'est pas terrible. Voilà, si après c'est vraiment du doc comme Netflix a fait, beaucoup en suivant des petites équipes et tout ça, comme Last You University ou ce genre de choses. Mais alors pour le coup, sur des grandes équipes comme ça, c'est rare. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais, à voir. Ça peut être sympa, c'est le genre de choses qui n'ont pas été, comme tu dis, fait. Ouais, très, puis très moi souvent. qui aime bien le sport, moi c'est plus aussi. Je pense que ça sera réservé pour le coup plus au côté fan qu'autre chose. Après, ils ont eu des telles vies ces mecs-là, c'est un peu des rockstars, donc du coup ça peut aussi peut-être attirer deux trois personnes, notamment autour de Magic Johnson, quoi. Ok. À voir et à noter dans les carnets, si jamais ça arrive et quand ça arrivera. C'est ça. Par contre, on va terminer sur une actu. Voilà, on va pas rentrer trop dans les détails non plus, parce que ça peut se trouver en long et en large un peu sur Internet. Mais on avait parlé il y a un petit moment justement voilà de The Rookie avec l'actrice Afton Williamson, qui ne serait plus dans la saison 2 suite à justement des problèmes de discrimination raciale, d'harcèlement, etc. par différents personnes de la production de la série. Donc elle avait porté plainte il y a quelques temps, et une enquête a été menée entre autres par justement la maison de production E1. Et il s'est avéré que suite à cette investigation, comme ils disent, et des heures passées à interviewer des personnes, en fait ça a été classé voilà, sans lieu, c'est en non-lieu, parce que voilà, ils n'ont rien trouvé qui corrobore les preuves qui ont été amenées malgré tout ça, toutes les discussions. Voilà, sans suite. Ça a été classé sans suite pour cette affaire, et alors que justement l'actrice le dit encore sur Instagram, c'est depuis le shooting, enfin le tournage du pilote,
Pendant toute la saison 1, elle a eu ses problèmes de harcèlement sexuel et de race aussi par des guest stars, par des gens de la production. Et là, rien du tout. Et Iwan est même très content d'avoir fini cette enquête et d'avoir pris ça au sérieux, mais que voilà, il n'y avait rien qui prouvait que ça avait été de façon quoi qu'il soit passé, a été contre la loi, ou en tout cas vraiment du terme de l'harcèlement. Voilà, comme on dit, qui c'est qui a payé pour ça? Qui c'est qui a mis un bifton? C'est pas joli. C'est pas joli. Après, bon, encore une fois, on n'est pas dans les papiers, on ne sait pas qui dit faux, etc. Mais on ne sort pas avec une accusation comme ça juste pour rigoler. Bah surtout qu'elle avait aucun intérêt à le faire. Elle avait aucun intérêt parce que bon, elle a quitté la série qui a un certain succès. Donc, je sais pas, j'aurais tendance à bien entendu la croire. Hein, de toute façon, par défaut. Par défaut, je croirais de toute façon la victime. Après, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça a été classé sans suite? Nous ne sommes pas dans les petits papiers ni quoi que ce soit, et je pense qu'on en saura peut-être jamais rien, ou alors très tard. Cela ne nous regarde pas. Mais malheureusement, oui, ça, par la force des choses. Bref, on va passer aux recommandations, si vous le voulez bien. Mais oui, on veut bien. Alors, hop, le petit générique. Alors, les recommandations. On va commencer par Elodie. T'as tiré au sort dans ton chapeau. Mais c'est surtout qu'en fait, je suis en train de bouger la petite vignette sur Trello en même temps, c'est pour ça. Ah. Et que c'est toi la suivante, et que moi je sais. On ne sait jamais, peut-être qu'on aura un invité surprise qui va popper comme ça. Ou peut-être pas. C'est lui qui va sortir du chapeau en fait. Il va bonjour. Alors je vais vous parler de Quicksand, qui est une série suédoise disponible sur Netflix. Et je ne vous dirai pas le nom original de la série parce que je suis incapable de le prononcer, tout comme la plupart des noms des acteurs. Donc je vous épargnerai ça. De quoi ça parle Quicksand? Alors Quicksand, ça se déroule à Stockholm, où en fait on est dans un lycée un peu de bourge, quoi, on va dire. Et on va... En fait, la série commence très brutalement au milieu d'une fusillade dans le lycée. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, ça va très vite, c'est très violent. Tout ce qu'on sait, c'est que forcément la police rentre, les pompiers rentrent, et tout ce qu'ils retrouvent, c'est la personnage principale, Maya, qui est en état de choc, couverte de sang, au milieu de la salle de classe remplie de ses camarades morts. Il la récupère et tout de suite, en fait, elle est accusée d'avoir tué tout le monde, d'avoir fait un attentat, et juste parce qu'elle est couverte de leur sang et qu'ils ont retrouvé donc de la poudre sur ses mains et la trace de la crosse du fusil sur son épaule. Sauf que l'histoire est forcément bien plus complexe que ça, que la série va en fait à la fois montrer ce qui va se passer pour Maya à partir du moment où elle se fait arrêter, donc tout de suite après qu'elle soit prise en charge par les pompiers. Dès l'hôpital, dès qu'elle sort de l'hôpital, elle est envoyée en prison, donc en cellule d'isolement, elle est toute seule, elle voit personne à part les gardiens, dont surtout une gardienne qui va se lier d'amitié avec elle, qui est vraiment très touchante, adorable, on a envie de lui faire des bisous. Et en même temps, on va avoir des flashbacks qui reviennent sur les quelques mois précédant les événements, où en fait, on va s'intéresser un peu à tout l'entourage amical et amoureux de Maya, puisque au fur et à mesure où l'enquête va avancer, puisque en attendant son jugement, il y a quand même la police qui va enquêter à savoir pourquoi elle a fait ça, si elle a vraiment fait ça. Et avec l'aide de son avocat, elle va essayer, parce qu'elle est tellement en état de choc, c'est qu'elle n'arrive pas à vraiment se souvenir de ce qui s'est passé. Et donc ensemble, ils vont essayer de remettre un peu tout ça dans l'ordre, avec aussi de l'autre côté la police qui va interroger un peu tout le monde.
Et grâce au flashback, nous, on va en voir un petit peu plus à chaque fois. Et notamment au moment où la police va commencer à lui parler d'un certain Sébastien. Et Sébastien, en fait, c'est son petit ami qui est sérieusement dérangé. Sébastien, en fait, c'est un peu le stéréotype du Golden Boy, où en fait, il est issu d'une famille très très riche. Son père est très très riche. Et au premier abord, il paraît être un très très gros connard. Pour lui, son fils, c'est une sous-merde et il essaye par tous les moyens de le foutre à la porte parce que de toute façon, on n'en fera rien. Ce qui a fait que ça a un peu dérangé le garçon qui va tomber dans les excès et qui va entraîner Maya avec lui dans sa descente aux enfers. Et donc tout l'intérêt de la série, donc c'est une série limitée, hein, ça fera qu'une saison, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il n'y a que 6 épisodes. Donc c'est des 6 épisodes de 52 minutes, mais ça se regarde très bien. Et donc tout l'intérêt, c'est de savoir au final, mais qu'est-ce qui s'est passé. Et on va s'intéresser aussi un peu sous le même concept que Euphoria. Chaque épisode, on va un peu s'intéresser à un personnage en particulier et comment il a un peu eu son rôle à jouer dans le passé de Maya. Jusqu'à l'épisode final où on a le dénouement, le jugement, etc. Donc je vous spoile pas, hein, mais vraiment c'est une très belle série qui est très bien réalisée. Alors après c'est vraiment typiquement série suédoise, c'est très sobre, c'est très sombre, il y a des passages assez durs, pas tellement visuellement, c'est pas tellement gore, mais c'est vraiment dans les propos, dans les situations. Ça sort à une époque qui fait vraiment écho à l'actualité. C'est vraiment très intéressant aussi de voir un peu le système suédois. Ça change un peu de ce qu'on a comme ce qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis avec tout le système carcéral américain. Voilà. Donc c'est très différent avec des personnages très bien écrits et des acteurs pareil qui font très bien le boulot. C'est majoritairement du coup des adolescents. Mais alors, je ne vais pas vous dire des noms parce que franchement, c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément dans nos contrées, hein, parce que les acteurs suédois, franchement, je vous avoue que... Mais voilà, je vous conseille de regarder ça. 6 épisodes, 52 minutes, Quicksand. Très, très, très bien. Voilà, Quicksand. Quicksand. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Je sais pas, j'ai eu un bruit... C'est un bug de la matrice, on dirait. Je sais pas, ça répétait un peu ta phrase. C'était bizarre. Ah, je viens d'avoir Internet, hein, faut pas... Ah, d'accord. Bon, ok. Il y a peut-être les fils qui se touchent encore. Ah bah oui, non. Bon, alors. Ensuite. Greg, Yes. toi, tu as vu un truc qui s'appelle Undone. C'est sur, je pense, Amazon Prime. Et oui, bien vu, bravo. C'est sorti à peine la semaine dernière, c'est sorti le 13 sur Amazon Prime. C'est en 8 épisodes de 25 minutes. C'est en fait... comment l'expliquer? Alors, on est entre la série et le dessin animé. On est proche de ce qui a pu être fait, par exemple, sur Scanner Darkly. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En gros, on est sur... Ouais, rotoscopie, exactement. On revient à la rotoscopie comme... voilà. Comme la périscopie. La colonoscopie, la rotoscopie. Voilà. C'est pas le même orifice, faites attention des dents. Ah, des dents. Et donc voilà, donc en fait, ce procédé qui fait qu'en gros, on a vraiment le jeu d'acteur et c'est presque redessiné par-dessus, recolorisé. On est sur quelque chose de... Ouais. Et fait, du coup, c'est totalement ça. Ouais. Et du coup, Undone, on est donc à la base sur l'histoire d'une famille, en gros, pour faire assez simple. Je ne veux pas trop vous raconter parce que ce qui est intéressant en fait dans Undone, c'est aussi l'expérience visuelle justement, comme la rotoscopie l'explique, un peu comme Scanner Darkly l'était. Undone, en fait, basiquement, dans le premier épisode, c'est l'histoire d'une famille de 2 sœurs, notamment l'une qui va se marier, l'autre qui est un peu dans sa vie, qui est un peu dans sa routine, qui s'emmerde un peu et qui voit de son côté sa sœur qui me fait les étapes de base, c'est-à-dire elle va se marier, on sent qu'elle va avoir un enfant, sa mère est très contente.
De l'autre côté, elle, cette sœur-là qu'on suit énormément, elle, de son côté, bah, elle s'emmerde avec son copain, elle se demande si elle va le quitter, elle se fait chier au boulot. Enfin, vous voyez, il y a tout un truc de routine, de boucle qui se met en place un peu comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre des petits trucs un peu justement très visuels sur des petits moments qui arrivent, des petites un peu sorties de piste justement, c'est-à-dire que tout d'un coup, la réalité va être un peu altérée par une lumière, par un mouvement, par quelque chose. Et ce personnage principal, qui s'appelle donc, qui est joué, enfin, joué, du coup, c'est un peu compliqué quand tu es à Roscopi, tu as l'impression que elle a été dessinée. Non, elle a vraiment joué, c'est Rosa Salazar. euh, qui, euh, qui avait joué d'ailleurs déjà dans Alita Battle Angel, qui jouait déjà un dessin animé, ça doit être son truc en ce moment, je sais pas. Et du coup, cette actrice-là, petit à petit, dans le premier épisode, voilà, on voit des choses, elle voit des choses, surtout parce qu'elle boit beaucoup pour oublier, elle boit aussi avec sa sœur pour fêter le truc, donc on est dans un truc un peu folklore, un peu hallucinogène, mais plus dû à l'alcool au début. Puis au fur et à mesure, s'installe un peu ces histoires de boucles, des images qui arrivent et qui passent. Et dans le deuxième épisode, dans le troisième, moi j'en ai vu que 3 pour l'instant, il y en a 8 épisodes. Ben voilà, on est sur ce truc-là, des choses très visuelles qui au début paraissent un peu gadget. Visuellement, on a un peu l'impression d'être dans un filtre Instagram un peu moche, et en fait, au fur et à mesure, ça se développe beaucoup par petites touches, et c'est assez agréable. D'accord. Du coup, le premier épisode, au fur et à mesure, on se dit ah ouais, ça c'est joli par exemple, ah ça marche pas mal, et puis il y en a de plus en plus d'effets, plus on va vers justement l'hallucinogène, vers l'alcool, vers tout ça, plus les effets sont travaillés, sont jolis. Il y a même des moments où on a l'impression vraiment d'un décor théâtral, il y a vraiment des D'accord. scènes avec voilà tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et après, c'est compliqué de raconter l'histoire parce que voilà, l'histoire en gros, c'est l'histoire plutôt autour de cette famille, de cette nana qui est un peu paumée. On apprend assez vite que ben voilà, elle a encore sa mère. Enfin, les 2 filles ont encore leur mère, mais n'ont plus leur père. Donc il y a vraiment l'absence du père. Elle, justement, très rapidement, elle enlève un objet qui est au niveau de son oreille. Donc on apprend assez vite que soit elle est sourde de naissance, soit elle a eu un problème au niveau à ce niveau-là, et du coup elle a un objet qu'elle enlève de temps en temps, et du coup en plus de l'aspect visuel, on a cet aspect sonore en plus qui joue. Donc c'est tout un jeu comme ça qui nous emmène dans une espèce de boucle très intéressante et qui donne envie en fait. Après, je sais pas au long terme parce que les thèmes abordés, ça, je sais pas si ça va continuer un peu comme ça, être un peu foufou comme ça l'est. Mais pour l'instant, c'est très plaisant. Au bout de 3 épisodes, moi ça me plaît toujours et ça donne envie de continuer. La musique est entraînante, le tout est entraînant, donc c'est à voir. Après, au niveau des acteurs, juste pour vous dire, il y a Bob Odenkirk. Oui, bien sûr. Qu'on a vu donc dans Better Call Saul. C'est écrit en partie, enfin ça a été créé en partie par, alors si ça doit être un américain, je vais sûrement me tromper sur son nom, Raphaël Bob Waxberg, qui du coup avait bossé créé entre autres showrunner de BoJack Horseman. Voilà un peu pour les noms de cette série, et moi c'est quelque chose que je recommande si en tout cas cet aspect visuel peut vous intéresser. Après il y a un peu des redites on peut se rapprocher de tout petit peu ce qui a pu être fait sur The OA en termes d'ambiance, sur d'autres choses qui ont été faites, comme je vous ai dit, Scanner Darkly, tout ça. Si ça peut vous intéresser, même en plus, vous savez, il y a eu aussi cette série avec l'actrice qui était sur Netflix, avec l'actrice de Orange is the New Black, où elle est dans un jour dans le même jour, Russian Dolls. Poupée russe. Non, Russian Dolls, ouais, pas Russian les poupées russes, mais Russian Dolls. Ouais, enfin, oui. On est un peu dans cet aspect-là où on suit beaucoup le même personnage et tout ça. Si vous aimez bien ce genre d'ambiance, je pense que cette série peut vous plaire. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Et justement, voilà, c'est bien que ça dépasse le côté juste graphique, parce que c'est ça un peu la crainte que je pouvais avoir, c'est que je voyais les images, je l'ai mis dans ma to-watch list, hein, parce que graphiquement, forcément, c'était assez intéressant, puis des acteurs, voilà, il y a des trucs qui avaient l'air bien, mais j'avais peur que ce soit juste graphique, de la poudre aux yeux, puis qu'en fait, derrière, il n'y ait rien, quoi. Ben, en tout cas, dans les 3 premiers, ils arrivent à bien équilibrer les deux. Je peux pas te dire pour la suite parce que justement, j'en sais rien, mais en tout cas, dans les premiers, voilà, l'équilibre est assez bon entre gros délire graphique et justement plus posé sur les personnages. On revient sur les personnages, on fait un stop réel. Il y a vraiment des scènes où t'as l'impression juste de voir un sitcom colorié, quoi. C'est vraiment voilà, donc ils arrivent vraiment à trouver, je trouve, un bon équilibre là-dessus. Bon, très bien. Donc à regarder sur Amazon Prime Video. Yeah. En ce moment, donc, t'as dit, c'est 8 épisodes, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Ok, très très bien. Et Quicksand, donc sur Netflix, pour le rappeler. Et en parlant de Netflix, moi, ce dont je vais parler, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais malgré tout, je suis obligé de lancer ça d'abord. Si tu veux bien. Cowboys ain't easy to love.
Je vais me faire striker pour ça, hein, mais Mais est-ce que ça en vaut pas le coup quand même? ça en vaut totalement le coup. Je la laisserai même jusqu'au bout, quoi. Ça dure 1 minute. Allez, hop, on la laisse. Bon, je parle un peu dessus. Comme ça évite qu'on soit trop vite striké. Mais vu que, bon, YouTube nous dit merde, niveau live. Enfin, non, on est en live, merde. Oui, pour une fois. Bon, ça c'est le générique de The Ranch sur Netflix, qui est revenu depuis vendredi dernier, le 13, pour la 7ème partie. Je la laisse jusqu'au bout, vraiment. Il y en a encore pour 20 secondes. Si vous aimez pas la country, ça passera pas. Mais bon, ça fait partie des génériques. Vous savez, sur Netflix, on peut skipper l'intro, hein. On peut la passer. Ça fait partie de celles que je ne passe absolument jamais. La rejoue pas, s'il te plaît, YouTube, c'est gentil, mais quand même. Faut pas déconner. Abusez pas. Tu abuses un petit peu, quand même. Mais voilà, ça fait partie de l'ambiance, même de The Range, dont on vous a déjà parlé, déjà à plusieurs reprises, mais là, on arrive à la fin de la série, parce qu'elle a été... voilà, on appelle ça annulé, mais je veux dire que globalement, on leur a dit clairement, voilà, la saison qui arrive ici, c'est la dernière. Donc on a la première partie, donc la 7ème, avec ses 10 épisodes, si je ne me trompe pas, d'à peu près 36 minutes. Elles sont un peu plus longues que les saisons passées. Et la deuxième partie devrait arriver d'ici 2020, donc la deuxième et dernière partie. Je ne sais pas combien d'épisodes, mais je pense que ça sera à peu près pareil, hein, c'est toujours des saisons d'à peu près 20 épisodes. Donc The Ranch, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce que c'est? C'est à la base une sitcom de Tim Patterson et Don Reo à la création, et donc dedans on retrouvait Ashton Kutcher, on avait aussi Sam Elliott et Issa Cuthbert, et bon, depuis une saison il y a eu quelques problèmes, il n'y a plus Danny Masterson, mais on a récupéré d'autres personnes en plus, donc voilà, il y a plein d'acteurs. Ça parle d'un ancien footballeur qui revient chez ses parents parce que sa carrière est foutue, et il revient dans le ranch de son père parce qu'il n'a pas le choix, et on suit la vie comme ça dans ce patelin des États-Unis. Et cette sitcom qui était au départ on va dire gentillette, vieillotte, on va dire un peu dans sa façon de faire, au bout de 10 épisodes, voire d'une saison, on est en train de se dire, tiens, finalement, c'est pas une sitcom comme les autres, il y a quelque chose d'autre derrière, il y a un petit message, il y a un côté amer, un doux amer qui s'installe. Et là, on est à la 4e saison, et... dès les premiers épisodes de cette nouvelle partie, c'est clair et net. Hein. On n'était déjà pas très dans la joie à 100% dans la dernière saison. Là, ça va pas en s'améliorant. Il s'est passé quand même pas mal de choses et je vous spoilerai rien. Mais les personnages ont évolué, ont eu beaucoup de soucis. Je pense que c'est une sitcom où les gens ont le plus de soucis au monde. Le personnage de Ashton Kutcher qui est Colt, ce mec-là, plus ça avance, plus il a des merdes, mais dans tous les sens. Et d'ailleurs, le premier épisode, c'est ça, c'est en gros un résumé de toutes les choses qui ne vont pas, avec d'autres choses qui se rajoutent. Et j'en parlais tout à l'heure via Instagram, c'est vrai que Colt, c'est le genre de personnage qu'on aime détester, qui est détestable aussi dans sa façon de faire, dans son côté bourru, tête de pioche, voilà, qui il fait les choses comme il veut, il ment, enfin, il a plein de défauts, et très franchement, moi j'aime beaucoup la série, mais je me dis que si d'un coup, en une partie de saison, ils finissent par faire un happy ending, je comprendrais pas. Donc je le dis, hein, ils m'entendront pas, mais c'est une des premières sitcoms où je me dis que globalement, j'ai pas envie d'une happy ending facile.
Le gars, il souffre, il a des problèmes, il y a des trucs, franchement, je sais pas comment il pourrait s'en sortir. Il arrive toujours un peu à s'en sortir sur certaines choses, mais je demande pas une fin catastrophique ou quoi que ce soit, mais un truc un peu plus réaliste, parce que c'est une sitcom qui, avec le temps, est devenue réaliste sur le côté relation entre les personnes, et sur la douleur que ça peut être, par exemple, de l'alcoolisme, de l'addiction à la drogue, le fait de vivre dans une petite bourgade avec pas grand espoir d'évolution au niveau métier, au niveau social ou quoi que ce soit, hein. C'est le côté rural américain dans son plus simple, sa plus simple expression, mais tout avec un petit côté sitcom un peu doucereux autour, quoi. C'est une série qui a beaucoup de difficultés, les personnages ont beaucoup de difficultés, mais malgré tout, ça reste un peu feel good, en fait. C'est étrange. C'est un sentiment étrange. C'est un bonbon amer, toi. C'est le bonbon au réglisse, quoi. Toi, c'est... Oh. Au début, t'aimes pas ça, pas trop, puis tu vieillis, tu finis par dire, tu vois, c'est pas si mal que ça, en fait. Mais dès les premières notes de la chanson, t'as un côté un peu... c'est joyeux, c'est mélancolique, il y a les paroles aussi, hein, bon, voilà, qui demandent aux mères de pas laisser leurs enfants devenir des cow-boys, hein, et puis quand on lit les paroles, on comprend un peu, ça va très très bien avec la série. Mais malgré tout, on a envie de toujours retourner là-bas, de les retrouver, de faire partie en fait de ce groupe-là, alors que c'est pas le groupe le plus joyeux au monde et le plus sans problème qu'on puisse avoir. On a un affect au personnage qui est très fort. Après, j'ai vu que certaines personnes, forcément, comme toutes les comédies et les sitcoms qui ont un petit côté dramatique, ça n'accroche pas forcément. Mais c'est soit on n'accroche pas du tout, soit on est avec les personnages jusqu'au bout. Je sais pas si vous deux, parce que je suis peut-être le seul ici ce soir. Malheureusement, je pensais avoir de l'aide. Mais bon, j'en aurais pas. Mais je suis peut-être le seul ici à suivre la série. Non, bah moi je regarde pas parce que tu sais que je n'aime pas vraiment les sitcoms et franchement j'avais essayé The Ranch mais non. T'as essayé combien d'épisodes? Bah j'ai regardé que le premier forcément, mais voilà. Vraiment Alors oui, je comprends. Le premier épisode, si moi je m'étais arrêté là, c'était vraiment le truc, la sitcom très carré, très old school. Ouais. Et justement, on est dans le côté où, au bout de 3 épisodes, il y a déjà un truc qui change. Et au bout de la première partie, tu sais que tu n'es plus devant une sitcom comme tu pensais que ça pouvait l'être. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, hein, c'est une vingtaine de minutes, 25 minutes, 30 minutes à garder. Mais je pense que si au bout de 10 épisodes, on n'a pas compris ce que vous voulez faire la série réellement, en plus d'être dans un cocon sitcom pour amener un autre message, mais c'est qu'on est hermétique à ça, et tant pis, on passe à autre chose. Mais effectivement, le pilote ne montre pas ce qu'est réellement The Ranch. Donc voilà. Ça, c'est le seul truc que je dirais aux gens, c'est... Je sais qu'il y a des séries où je dis, ben voilà, premier épisode, si ça marche pas, ça marche pas. Là, il y a des séries où j'ai eu la confirmation que ça marchait pas le premier épisode, ça n'a pas fonctionné par la suite. Voilà, The Umbrella Academy, j'ai forcé un peu, hein, voilà, ça marche pas du tout, ça ne marche pas sur moi du tout. The Ranch, le premier épisode n'a pas forcément fonctionné sur moi, mais comme c'était un épisode de 20 minutes, toi, les 2-3 épisodes d'affilée, c'est pas trop compliqué à faire. Ça se fait assez facilement comme un épisode de drama. Et là, j'étais happé, parce que déjà, le côté un peu cowboy country, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît bien, donc c'est vrai que ça aide. Mais j'ai fini par comprendre que derrière, il y avait un truc, un message un peu plus social, un peu comme on pourrait avoir derrière Mom, par exemple. Dans les comédies sitcom où derrière il y a un petit truc un petit peu amer, comme tu disais, un bonbon amer, c'est ça, c'est The Ranch, c'est ça. Et là, on y est encore plus. Et maintenant, je suis dans la position où
tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont nous finir la série sur le même genre de ton. C'est-à-dire qu'on aura une fin, mais une fin douce amère. Franchement, je serais très fortement déçu si j'avais une fin où, magie, il n'y a plus aucun problème. Je comprends pas. Comment tu peux, en 4 saisons, dire que ça peut aller un peu mieux, mais la vie, c'est difficile. Et puis, en 10 épisodes, te dire, bah non, finalement, ça va. Tout s'arrange. Ouais. Tout s'arrange, Oui, c'est pas trop mal. Tu peux pas retourner ta veste comme ça, c'est pas Très c'est franchement... pas dans la continuité de ce qui a été installé, quoi. Mais c'est ça. Vu comment ça a été installé jusque-là, vu comment les personnages sont traités, sont montrés avec leurs faiblesses, avec énormément de faiblesses. C'est des personnages où même les personnages qui ont l'air un peu comme ça à sortir du lot ont des faiblesses, ont des choses plus ou moins dures, des problèmes de confiance, des problèmes de... bah oui, beaucoup, c'est des problèmes d'alcoolisme dedans. C'est beaucoup ça, ou des problèmes de drogue. Là, les 2 premiers épisodes de cette partie-là en parlent énormément avec un personnage qui semblait un peu hors de ça. Et on finit par s'inquiéter énormément pour ces personnages-là. Même la fin du premier épisode, j'étais en train de dire, putain, ils ont quand même pas fait ça. Bon, ils l'ont pas fait. Mais malgré tout, ils ont réussi à me donner suffisamment d'empathie pour me dire, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous voyez, on peut en arriver là, je pense, dans ce genre de série-là, quand on est attrapé par l'écriture et par la façon dont ils gèrent les personnages, et c'est très très important. Voilà. Donc Netflix ne fait pas que des choses bien, Netflix fait beaucoup de choses basées sur des algorithmes. Et tiens, on a un message. Je vois qu'on est bien sur YouTube, parce que là je viens de recevoir un message sur YouTube. Ah. Mais voilà, Netflix peut aussi nous sortir des choses qui sont bien pensées, mais je pense que Netflix a dépassé ce stade-là maintenant, parce que The Ranch faisait partie des séries qui étaient encore dans la bonne mouvance Netflix. Je sais pas si on aura encore ça dans les mois et les années qui viennent. Donc Anaïs, justement avec qui je parlais sur Instagram à propos de ça, c'est elle qui disait Colt était détestable. Elle dit, voilà, Colt ne fait pas d'effort pour avoir une rédemption, et c'est logique qu'il y ait des conséquences. Et c'est vrai. C'est vrai que Ashton Kutcher joue le côté où c'est un con. C'est un con borné au possible. Il essaye, par moments, il y a des moments d'espoir, et juste derrière, quand tu te dis qu'il peut pas faire pire, il refait pire, en fait. Et c'est justement sur ce genre de choses où je me dis que si le gars finit par avoir une rédemption juste par un miracle sorti de nulle part, c'est vrai que ça n'ira pas. Voilà. Ça devait être dit. Je sais pas si vous avez déjà eu des séries comme ça où vous dites la fin ne colle pas du tout avec ce qui allait jusque-là, pourquoi ils ont fait ça alors que c'était un peu trop facile, hein, une fin de série un peu trop facile. Oh, plein de fois, mais pas forcément parce que l'ambiance ou le thème collait pas, plus parce que tu vois la solution de facilité, quoi. T'as un exemple ou pas en tête, non? Dernièrement, par exemple, Grimm. Ouais. C'est un épisode normal, et puis les 10 minutes de la fin, paf, allez, vas-y, hop, on te conclut ça, c'est bon, hop, tout va bien. Et Grimm, Grimm, ça avait été annulé, il le savait ou parce que aussi, parfois ça peut jouer. Hein. Franchement, pour Grimm, je me rappelle plus. Il y avait Medium aussi, que je trouvais que la fin avait été bof. À finir avec un écran titre. Voilà, en fait, quelques années plus tard, voilà. Ouais, c'est la fin facile, c'est ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants, ou ce n'était qu'un rêve. Ouais, après la fin qui retourne sa veste, non, de mémoire, j'ai rien qui me vient là. C'est ça, parce que moi, globalement, j'ai pas mémoire non plus de ce genre de série où si ça allait mal, ça continue à aller mal. Il y a toujours une sorte de... Ouais, comme dit Anaïs, une sorte de rédemption, un moment de presque statu quo. Hein, bon, ça n'a pas été super bien, mais là, statu quo. Regarde Breaking Bad, par exemple, la fin.
Ouais. Ouais, non, mais voilà. Merde, comment c'était Oh là là. Il fait des gestes, mime. Non, la série qui était Trois très très bien au mots, trois début. You're the Worst. Ah, j'ai pas Ouais. regardé. You're the Worst, tu peux pas comprendre à quel point ils peuvent être aussi mauvais, aussi je m'en foutiste, nihilistes parfois, etc. Et en arriver où ils en sont, il y a un truc qui va pas. Ils essayent quand même malgré tout, hein, mais ça va pas. Dans les exemples où ça marche bien, sans... Je sais pas, je vais pas le raconter quand même, ce serait dommage, ce serait spoilé, mais Seinfeld, par contre, c'est le bel exemple du... ils ont retourné leur veste, mais de façon logique. Tu t'attends jamais à ça dans une sitcom comme Seinfeld, parce que, encore une fois, The Ranch, c'est une sitcom au départ. Ça garde des codes de sitcom maintenant, mais c'en est plus une comme on peut l'imaginer. C'est la comédie, elle est vraiment par pointe, toi, de petits trucs avec des petits rires derrière, mais c'est beaucoup plus sombre que ça. Donc, je sais pas si Seinfeld, vous voyez. J'ai pas regardé jusqu'à la fin encore. Non, donc je vais Trop, pas ouais, pareil, ouais, trop épisodique. Moi, j'ai pas regardé en suivant comme ça. Est-ce que je raconte la fin ou pas? Bon, je pense qu'il y a prescription. Hein. Il y a prescription parce que Ouais, globalement quand tout le ça monde a le 20 sait. ans, ouais, ça va. Et je pense Comme je McGregor, pense que si je me trompe pas, j'ai dû le raconter aussi dans le rigolo. Bon, Globalement, 9 saisons. Les 2 épisodes finaux, ils vont rechercher quelqu'un, je crois que c'est à Los Angeles. Et là, ils sont chopés par les autorités. Et en gros, l'épisode, la série se termine par leur procès. Sur tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Donc en gros, les trucs qui, dans une comédie, on se dit ouais, c'est rigolo, machin, c'est oh, tiens, ils ont fait une blague comme ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. En gros, c'est tous les personnages à qui la vie a été détruite à cause des acteurs principaux de Seinfeld, les attaquent en justice pour avoir détruit leur vie. Et en gros, tout ce qui était drôle, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, faisait partie du côté du ressort comique, devient en fait un ressort un élément d'attaque en justice. ouais. J'ai un truc qui m'est revenu. House. Ouais. House. Ah oui, oui. Ouais, House, ça, même si ça s'est détruit, ça s'est étiolé sur la fin, notamment avec le départ d'acteurs principaux sur les dernières saisons, la promesse de base de House, soit on pouvait se dire qu'il aurait fallu que ça se termine avant, d'une autre façon. Je raconte pas ce qui se passe dans House, mais il y a des moments où ils auraient pu se dire, ben, un homme comme ça, même si, voilà, mais la fin comme elle est amenée là. C'est que là, on est clairement sur une rupture justement de la proposition de base qui te fait venir, qui te fait regarder, qui te fait rester aussi longtemps. Je veux dire, on a des saisons où il finit, il y a quand même une saison qui se passe dans un hôpital psychiatrique, il y a quand même une saison où il a 2 doigts de se faire arrêter, tout ça. Finir comme ça finit, là, ouais, effectivement, ça, je pense que ça rejoint un peu, même si c'est pas une sitcom, même si tout ça, ça rejoint un peu ce que tu disais. Moi, la sensation que ça m'a fait, ce que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est de me dire, au d'un j'étais là, je suis resté jusqu'au bout parce que j'ai été accroché par un truc ou par un autre au fur et à mesure qu'il s'est cassé. Et la fin, mais c'est tellement anti-house que tu es là, tu fais, mais en fait, vous m'avez retourné le personnage au fur et à mesure Tu te de la sens floué, dernière quoi. saison. Et oui, tu te sens floué, et puis en plus, tu sens, quand tu connais la production, tu sais, tu comprends pourquoi, mais en même temps, tu te dis, waouh, c'est lourd. C'est dommage. Très, très, très lourd. Ouais, et du coup, t'es un peu déçu et tout. Et du coup, voilà, moi, les House que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, j'avais même acheté certains DVD de saison. Je peux même presque plus les regarder tellement ils m'ont déçu sur la fin, tellement je sais qu'à la fin, ils vont me rechoper ce truc-là, quoi. Ouais. Alors Ouais. qu'à l'époque, j'avais vraiment accroché. Voilà, donc comme dit Anaïs sur le chat, ou bien t'as des persos qui passent leur temps à faire de la merde, et c'est normal, les personnes adressent le problème, et c'est les gentils alors que non. Mais justement, voilà, Seinfeld ont bien prouvé que ils ont fait quand même pas mal de merde, des trucs qui étaient pas très sympathiques, et ça n'a pas resté impuni. Hein, parce que c'est vrai que je pense que si on commence à vérifier chaque sitcom ou chaque série Ouais. où des gens font des trucs pas très légaux ou même pas top, on finirait par par dresser une liste de de procès à adresser à énormément de personnages. Parce que c'est Ah oui, voilà, oui. c'est dans une série, donc bon, ça passe.
Et encore là, on parle de séries. On n'est pas revenu trop loin. Seinfeld, toi, tu es un peu revenu loin par rapport au temps, mais sur les récentes, on a fait le procès sur Friends, on a fait ce procès sur beaucoup de choses, mais pour avoir regardé dernièrement des vieilles séries, les procès, c'est violent, c'est très Oui, ça peut être très après, il y a procès. Toi, là, je parle de procès par rapport à son temps. Maintenant, on fait des procès par rapport aux choses qui ont évolué, en bien, hein, encore une fois, mais qui, encore une fois, c'est, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Oui. Et c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, il y a un article qui est passé il n'y a pas très longtemps sur un site américain qui disait arrêtez justement de chercher le côté woke dans Friends. Ça fait pas partie de la période, ça a été écrit à ce moment-là. Ça n'excuse rien, mais ça explique. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que il y a des choses ouais, mais de nos jours, par exemple, tu vois, tu utilises le Friends, la guerre qui peut être faite autour de Netflix et Friends fait qu'aujourd'hui, on peut aussi se dire, ouais, on peut passer à autre chose. Et du coup, certaines séries tu vois, tout à l'heure, on parlait de Papa Chouch, les rediffusions de certaines choses. Il y a des moments, t'es là, tu fais, ah, ça passe encore. Il y a aussi deux poids, deux mesures sur qu'est-ce qui passe pas. Le Cosby Show repassera plus jamais. Pour d'autres raisons, hein. Mais il y a des séries où tu dis, ah, ça passe encore, alors qu'il y a quand même des personnages qui ont des histoires un peu cheloues aussi, et tu dis, ah bon, bah, c'est un peu chacun son tour, et un peu, les procès sont un peu en fonction des fans aussi, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont pas dire, quoi. C'est Donc, ça, c'est que Friends est quand même globalement intouchable. Oui. Sur beaucoup de points en fait. Et puis c'est pas forcément la plus attaquable, hein. Je dis pas ça pour Friends, je dis Friends parce qu'on l'utilise Friends là, mais c'est pas forcément la plus attaquable sur certains points et tout ça, effectivement. Mais il y a parfois un peu, tu vois, il y a deux poids, deux mesures sur certaines séries je pense que globalement tu prends n'importe quelle comédie par rapport à voilà une période donnée, tu trouveras toujours des choses à redire. Parce que il n'y a rien de plus ancré dans son époque que l'humour. J'ai déjà dit plusieurs fois que l'humour ou que la comédie. Après, il y a des choses qui sont prouvées comme étant qui passaient à travers les années. Mais justement, je pense que dans tout ce qui est créatif, j'ai pas l'impression que le côté dramatique soit autant touché que la comédie. Par ce côté ancré dans sa période, ancré dans ses mœurs, dans sa façon de faire, dans ses références, voilà. Le drame a quelque chose de plus intemporel sur les thèmes qu'il aborde aussi, donc forcément, voilà. Mais tu as des formats un peu plus longs qui aussi sont sujets, par exemple, tu vois, il y a des formats un peu plus longs qui sont aussi sujets à critique par rapport au traitement qu'ils peuvent faire de la femme, des étrangers, des choses comme ça, de la race en général, voilà, et qui sont parfois un peu limites. Et je pense que parfois, dans certaines rediffusions de la TNT, tu te dis, bon, est-ce qu'on était obligé d'avoir la rediffusion d'un Julie Lescaut quand on sait ce que Madame Lescaut, quand Véronique Jeunesse fait, mais bon, c'est un autre débat. Là, c'est le débat de la. Non, bien sûr, non, je dis ça parce que j'ai vu la bande-annonce tout à l'heure en mangeant. C'est pour ça. Des personnes qui sont dedans, voilà, le personnage et la personne qui est interprétée. Bien sûr, c'est toujours un autre débat, effectivement, et on va pas prendre le temps de faire ce genre de débat maintenant, alors qu'on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Après un débat super sérieux, ça fait toujours bien de mettre ce genre de choses. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. On a finalement The Ranch, ça a ouvert à un débat. J'espère que vous pourrez aussi réagir sur les réseaux sociaux, sur n'importe quoi. Venez nous contacter, on mord pas. Sinon, sauf si on nous le demande. Ouais. Voilà, dans un donjon, en cuir, en latex. Cuir à moustache. On peut pas demander ce que tu faisais le week-end, hein. Cuir à Qui te dit que c'était le week-end? C'est un lundi comme un autre. Casual Monday. Casual Monday, ouais, exactement. Ah merde. Bon, rien. Bon, bref. Merci à Greg. Oh putain, il y a un truc qui... Attends, 2 secondes, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Comment?
Merci à Greg et à Elodie de m'avoir accompagné pour ce podcast de saison 4 saison 5. Je bug, tout va bien, saison 5 épisode 4. Monsieur Siri and Friends. Juste un petit mot, n'oubliez pas que comme on est chez Podcut, vous allez sur podcut.studio, vous avez le Patreon, vous pouvez nous soutenir avec pas grand chose. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages. Voilà, vous voulez des dédicaces, faut pas hésiter, faut passer par eux. Si vous voulez passer par nous, vous pouvez aussi, d'ailleurs, voilà. C'est juste que bon, ça fait plaisir aux copains, ça fait plaisir au label, tout ça. Bref, le mot de la fin, Elodie. Cheval. Cheval dire à tout le monde. Pourquoi cheval? Bière. Ah oui, palme. Je me suis dit, ça y est, t'as vu les photos de ma soirée du lundi. Je partagerai pas ça en public quand même. Ah bah ouais, c'est un peu quand même. Bon, bref, je t'ai envoyé ça, moi, voilà. Comment on envoie une C'était dick en privé, quoi. C'était en toute intimité, quoi. pic. J'envoie ça comme on envoie une nude, quoi. C'est... Tire les rigots. Bref, Greg, ton mot de la fin. Madrange. Ah, Toi, t'as mangé du jambon. Ouais, bah, Véronique Jeunesse, Madrange, la totale. Quoi. Ah putain, oula, oui. Bah oui, Mousse Diouf, Julie Lescaut, tout ça, quoi. La France, quoi. Oh là là. La Les France pains, tout ça, quoi. La France Un bon jambon Madrange, sous plastique avec plein de flotte. Bah oui, bien sûr, ça donne envie. Oh. Oh là 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 là. Rien ne va, mais rien ne va. Rien ne va du tout. Mon mot de la fin, mais maintenant je suis tout perturbé, je vais dire fouet. Voilà. Pour battre des œufs, bien évidemment. Voilà, je suis. Fouet catalan aussi. Voilà. C'est bon le fouet. Oh, le fouet au piment d'Espelette. Ah, c'est ouais, puis ouais. très 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 bon. Voilà, maintenant j'ai faim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. Préparez-vous bien pour la rentrée des séries qui arrive la semaine prochaine. Je pense que c'est dès le 23. En tout cas, voilà, on va essayer de vous parler des nouveautés assez vite. On vous souhaite une bonne écoute, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, un bon petit-déj, un bon trajet vers le travail, ou ce que vous voulez. Et comme on est sous Podcut, voilà, je vais devoir passer une petite pub, puis le générique, dans ce ordre-là. Je suis désolé pour vos oreilles. C'est un petit truc qu'on nous a envoyé. Le gars s'appelle Henri Blanc. C'est le sosie de Barry White. Avant, il était sosie de Michel Sardou. Et il nous a fait une pub pour nous, comme ça, tranquille, t'as vu, bien, voilà. Le père. Et je me cache. Sur Podcut.studio, il y a du podcast plus qu'il n'en faut. Sur Podcut.studio, il y en a pour tous les goûts et même des concepts fous. Sur Podcut.studio, viens donc y faire un tour. Un de ces jours, tu me remercieras. Viens donc y faire un tour. Un de ces jours, entre mes draps. Oh, merde, putain. Mais je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée, bon sang. Michel Delpech. Non mais... Oh, c'est comme ça, moi je me casse. C'est bon, non, mais franchement, bon, moi je me casse. Bon, là par contre il y a un petit problème, Elodie. Ouais. Alors, on avait dit que pour la saison 5, on prenait des clones, parce qu'on était fatigué, qu'il y avait besoin d'un peu de sang neuf, tout ça, de l'énergie. Mais t'as bugué. Ton clone a bugué.
Merde, Une c'est vrai. mise à jour ou un truc comme ça, je sais pas, mais là, Ouais, non, Ah. parce que j'ai entendu quand même. Hein. ça Non, fait, mais ça, c'est ça pas fait faux. 2 semaines que tu as été en SAV. Là, il y a un petit souci, je pense qu'il va falloir y retourner. Ou trouver une solution ou mise à jour parce que ça va finir par s'entendre. Et ils vont finir par Ouais, le savoir. non, mais je suis désolée, mais j'ai pas eu le temps de faire la charge au complète. Ah, Et d'accord. je pense que ça suffisait pas pour le podcast en entier, quoi, en Parce fait. que là, tu vois, toi, par exemple, Greg, là, ça fait la saison dernière qu'il n'est pas revenu. Peut-être parce que voilà, il a allumé la première fois, mais ça a pas trop mal marché. Ouais. Ça, c'est pas trop entendu, hein, je Non. pense pas. Hein. Là, ça commence peut-être un peu, voilà. Là, c'est peut-être un peu tard, mais Non, ça va. Il y a faut eu que des je fasse petits attention. grésillements, mais globalement, on peut faire passer que c'est le micro. J'espère que d'ailleurs Ouais, que mais lui. je sais, en plus, on avait fait des efforts pour faire le podcast plus court, justement, pour pas avoir de soucis. Ouais, Et, ouais. ouais. Non, mais je vais rappeler Cdiscount et puis je vais Ouais, voir si faut- je peux pas avoir une batterie un peu plus puissante, quoi. Ouais, et tant que tu y es, demande pour Florian. Peut-être, ouais, Florian, Jérémy, peut-être, parce que ça fait quand même quelques années. On a quelques soucis. c'est Ouais, il y a. Ouais. Olivier, Lalou, tout ça. Vérifie s'ils ont bien reçu l'appareil pour le réparer, parce que là, le problème, c'est qu'on va arriver à un moment donné où il n'y aura pas de podcast, où je vais me retrouver tout seul, où tu vas te retrouver toute seule, je sais pas, on va avoir un petit problème et ça va se voir. Ça va se voir vraiment. Mm. Et on a des nouvelles de Michel ou enfin Mais quelqu'un non, portait plainte? putain, mais Michel, Ouais, j'ai le suivi, il est bloqué aux douanes depuis quelques J'ai mois. appelé Chronopost, ouais, j'ai appelé Chronopost, ils peuvent rien faire. Hein. Oh, putain, c'est la merde, quoi. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est Attends. Oh putain, on est toujours en live. Merde. Oh.